Anne Saïdi nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes professeur de littérature et de cinéma francophone à la faculté des lettres de Marrakech au Maroc. Vous avez récemment signé une tribune très remarquée avec pour titre « Sortir du clivage ». Pays francophone / France. On va commencer bien entendu par l'actualité. C'est la semaine de la langue française, c'est la semaine de la francophonie. Emmanuel Macron a présenté avant-hier à l'Académie française son plan pour la langue française et le plurilinguisme. Vous avez suivi son allocution. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Bien entendu, c'est vrai que c'est un discours qui est assez particulier, prononcé ce 20 mars, à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Et on avait bien relevé qu'il y a un effort, je dirais, qui est fait de la part de la France dans le sens des pays francophones. C'est-à-dire que c'est un discours qui comporte quand même une trentaine de stratégies qui sont censées être mises en place très bientôt et qui relèvent, je dirais, du plan Emmanuel Macron pour la francophonie. Sauf que nous avons, c'est-à-dire tout ce groupe d'intellectuels, d'universitaires africains, francophones, nous avons quelques réserves au sujet de ces stratégies qui se focalisent autour des axes que l'on connaît, à savoir l'apprentissage de la langue française, puis il y a aussi la communication, puisqu'on parle aussi du rôle des médias, de l'édition. Et puis on a quelques réserves, pour ne pas dire quelques doutes, comme je l'ai exprimé dans ma tribune, c'est-à-dire qu'il y a des ambitions qui me semblent un peu démesurées, assez excessives, et on se pose la question, est-ce que la France, qui souffre déjà d'un déficit de confiance auprès de ces pays francophones, de ses partenaires qui ont le français en partage avec la France, est-ce qu'elle va honorer son engagement? Est-ce qu'elle en aura les moyens, c'est-à-dire les capacités intellectuelles, mais aussi les capacités Par exemple, de doubler le nombre des élèves dans les lycées français à l'étranger, ça vous paraît difficile à atteindre comme objectif? Exactement, financièrement parlant, mais aussi voilà, au niveau de l'application, bien d'autres mesures. Vous avez dit une réserve sur l'apprentissage du français, notamment vis-à-vis des élèves dans les pays francophones, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Pourquoi est-ce que c'est une réserve de votre part ? Tout d'abord, nous avons suivi la conférence autour de la collecte des fonds pour promouvoir l'enseignement, notamment l'enseignement du français et l'éducation en général au Sénégal, la présence du président français Emmanuel Macron à Dakar. Et là, personnellement, je me dis que l'affranchissement de l'éducation dans ces pays dits francophones doit commencer par s'affranchir de la tutelle française. C'est-à-dire qu'il est souhaitable que toute ingérence ou cet interventionnisme dans la mise en place des politiques linguistiques, mais aussi des politiques éducatives, cesse de la part de la France et laisser ces pays qui, en fait, ont des réalités linguistiques, des réalités culturelles beaucoup plus complexes que cela, décider de leur propre politique. Alors justement, quand vous dites faire de la langue française une langue qui épouse les multiples réalités de ses locuteurs, loin d'une vision passéiste et franco-centrée, concrètement, comment ça pourrait se matérialiser en fait ? C'est vrai que la question, c'est là l'enjeu majeur sur lequel nous essayons en tant qu'universitaires et enseignants de français, pas que les littératures, mais aussi enseignants de la langue française. Nous essayons de trouver des méthodologies, ou je dirais des pédagogies adaptés à nos réalités, parce que nous avons des apprenants, par exemple au Maroc, qui, avant d'apprendre la langue française à l'école, sont d'abord soit berbérophones ou amazirophones, puis parlent un arabe dialectal avant d'apprendre l'arabe classique, l'arabe standard ou littéraire à l'école, puis vient la langue française, la langue anglaise aussi, ce qui fait que l'apprenant marocain n'est pas ou qui soit aussi africain subsaharien, n'est pas dans la même situation que l'apprenant, je dirais, franco-français. D'où peut-être aussi l'idée du plurilinguisme. On sait que le président François a beaucoup insisté sur ça. Alors vous écrivez aussi notamment dans cette tribune, avant de songer à déringardiser le français, ne faut-il pas d'abord déringardiser la France elle-même, c'est-à-dire ? Comme je l'ai bien expliqué dans ma tribune, c'est vrai que l'image que nous faisons, je ne sais pas, donc au Maroc, mais peut-être aussi un peu partout en Afrique, est une image qui a été, je l'ai bien dit, elle a été entachée et cornée par certaines réactions, par certaines attitudes, mais aussi par la politique étrangère. Vous parlez par exemple de quoi, du renversement de Mouammar Kadhafi dont on parlait tout à l'heure, qui a été perçu de manière négative dans la plupart des pays d'Afrique. Voilà, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, voilà, on intervient militairement dans une
dans un pays et par conséquent, on déstabilise toute une région. Là encore, on va parler des particularités régionales qui sont à prendre en considération. Et justement, moi, je me dis qu'il faut se dégager de ces tutelles militaires et laisser certains pays décider d'eux-mêmes de leur politique, que ce soit politique économique, linguistique ou éducative. Alors, puisque vous parlez de linguisme, on va préciser, vous avez fait, vous, votre thèse sur l'ironie dans le roman africain subsaharien francophone, domaine très précis. Est-ce que ça fait rêver d'entendre cela? Est-ce que vous pouvez nous dire quel est ce champ de travail sur lequel vous avez travaillé et sur lequel vous continuez à travailler? Voilà, j'en profite pour dire que c'est vrai que malheureusement au Maroc, on ne connaît pas assez bien ces pays africains voisins, je dirais même ces pays frères, alors qu'il y a une proximité géographique. En plus, il y a aussi la communauté d'un destin et d'un passé. Ouais. Mais moi, j'ai découvert, en préparant ma thèse, j'ai découvert cette région, à savoir l'Afrique subsaharienne. Et là, j'ai aimé l'Afrique subsaharienne à travers ces écrivains, ces hommes de lettres. Et là, j'insiste sur le rôle de la littérature, puisque M. Macron parlait dans son discours de son amour pour la langue française. Et effectivement, on peut aimer une langue à travers notamment ces intellectuels et les écrits de ces hommes de lettres. Et sur l'humour, justement, le rôle de l'humour dans la littérature. Exactement. Là, je découvre, j'étais étonnée. C'est-à-dire que par rapport à une littérature marocaine francophone ou d'expression française, je découvre que nos confrères africains subsahariens utilisent plus souvent, plus fréquemment et avec beaucoup de justesse, avec un art, une subtilité particulière, la ressource de l'humour pour critiquer, je dirais, les situations les plus tragiques, pour désamorcer la tension. Et les puissants aussi. Et très, très puissants. C'est une partie de plaisir. C'est vrai que les réalités qui sont décrites sont des fois très, très poignantes, tragiques, comme la problématique des enfants soldats, les dictatures, les déconfitures des indépendances. Mais tout cela est décrit sur un ton humoristique et ironique qui très participe, aussi, qui désamorce la tension et qui crée cette complicité avec l'écrivain. Mais on découvre ces réalités, toute la richesse de la francophonie à travers ces écrivains, justement. Merci beaucoup, Hanan Essaidi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature et de cinéma francophone à l'Université de Marrakech. Merci à vous.